comment tu as eu l'idée de faire une transatlantique ? Moi, je voulais voyager en Amérique du Sud. Et pour y aller, j'avais globalement deux choix. Soit y aller en avion, soit faire une transatlantique. Et comme j'avais du temps, je me suis dit pourquoi pas. Et toi ? Au fur et à mesure, j'avais envie de faire le tour du monde. Du coup, il faut passer par là. Comment as-tu trouvé un bateau ? Moi, je suis passée par la bourse aux équipiers. C'est une espèce de blablacar pour les bateaux. Où tu peux passer des petites annonces. Et donc Guy, notre capitaine, a répondu à mon annonce. Je suis allée faire un week-end d'essai de navigation avec lui au mois de septembre. Et ça a bien matché. Du coup, au mois d'octobre, je l'ai rejoint en Catalogne avec un troisième mec qu'on avait aussi trouvé sur la bourse aux équipiers. Et on est parti naviguer. Et on a navigué tous les trois jusqu'aux Canaries. Et du coup, moi je suis arrivé à Tenerife et j'ai tendu le pouce pendant une semaine et après j'ai trouvé un bateau. Est-ce que ça a été si simple que ça ? Est-ce que c'était si simple que ça ? C'était pas si difficile. Mais voilà, il fallait parler avec beaucoup de monde, il fallait mettre des annonces sur la bourse aux équipiers, il fallait mettre des affiches sur les pontons, et il fallait rester à la laverie, parler avec du monde. Et de fil en aiguille, on a fait des petites soirées avec des gens, on a sympathisé avec du monde. Et puis à un moment donné, il y a Manon qui m'a envoyé un message sur la bourse aux équipiers. Et puis du coup, ça a matché. Est-ce que les gens étaient plutôt réceptifs, plutôt agréables ? Ah ouais, il y a que des gens cool. Il y a vraiment que des gens cool. Et puis même s'ils n'ont pas de place, ils sont sympas, ils donnent des conseils. Ils t'invitent à partager des moments avec eux. Tu peux dormir sur les bateaux parfois si t'as pas de lieu où dormir. Parce que toi, du coup, tu dormais où ? Ouais, je dormais sur la plage, avec ma tante. C'était cool, hein. C'était sympa. Sur la plage ou à la station-service ? Ouais, alors à la station-service, moins cool. Mais du coup, c'était à Santa Cruz de Tenerife, au nord de l'île. Est-ce que j'ai de l'expérience ? Moi, j'ai pas mal d'expérience en voile. Parce que du coup, mes parents, ils ont un bateau depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai beaucoup navigué avec eux sur des périodes un peu longues. Par contre, j'avais jamais fait... donc j'ai plus d'expérience que ça quand même. J'ai fait aussi de la voile légère en régate. Après, j'ai fait un petit peu de régate de J80, d'habitable. Donc je sais quand même comment ça fonctionne un bateau et surtout j'ai vraiment l'habitude de vivre sur un bateau et ça c'est un peu, je pense que ça fait une différence parce que du coup j'étais vraiment préparée à ce qui allait m'arriver, je savais exactement ce qui allait m'arriver. Par contre j'avais jamais eu d'expérience de traversée, de navigation hauturier. Et en bateau stop ? En bateau stop, zéro, c'était la première fois que je naviguais avec des gens que je connaissais pas. J'ai l'impression d'être assez bien tombée parce que j'ai pu globalement faire valoir ce que je savais faire et à la fois apprendre de nouvelles choses. Et j'avais déjà un peu d'expérience en voile, pas mal en voile légère. Donc, je suis moniteur, toi aussi d'ailleurs, tu l'as pas dit. C'est vrai, Un petit détail. Et pas mal d'expérience en voile légère, même en vie en communauté. Donc ça c'était pas mal, c'est des bons avantages. J'avais fait quelques régates d'habitable quand j'étais plus jeune, donc je savais comment ça marchait un habitable, mais j'avais pas fait d'auturier. Mais au final, c'était pas bien c'est compliqué. C'est bien plus facile. Surtout tu fais 3 empannages sur 5 empannages sur une traversée, alors qu'en régate t'en fais plus. Donc c'était pas si compliqué. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une grosse expérience en voile pour faire du bateau stop ? Je pense pas parce que du coup Camille qui était avec nous elle avait zéro expérience et à partir du moment où tu es sur un bateau où de toute façon ta sécurité est assurée par le fait qu'il y a un capitaine compétent et peut-être quand même au moins un équipier compétent pour pouvoir assurer le coup. Est-ce que tu avais des peurs et des appréhensions sur ce voyage ? Alors moi j'avais une très grosse peur, c'était le mal de mer. Parce que du coup j'ai beaucoup navigué donc je sais ce que c'est que naviguer, je sais ce que c'est que vivre sur un bateau et je sais aussi que je suis assez sujette au mal de mer et ça s'est passé exactement comme prévu, j'ai eu le mal de mer. Bon, moi. Mais en fait tu y survis et ça n'empêche pas que c'est quand même une super expérience. Okay. Et toi ? J'avais pas de peur ni d'appréhension. J'ai peur de rien. Peur de rien, je suis un bonhomme. Non, après il faut faire attention. Si ça se passe mal avec le capitaine ou l'équipage, ça c'est un truc qui peut
c'est une petite appréhension, mais bon, tu choisis bien, tu échanges bien avec le capitaine avant de partir et tu te rends compte que le feeling il passe. Mais ouais, tomber sur un capitaine qui au milieu de la traversée pète un plomb mais bon, c'est des appréhensions qui sont normales, je pense mais sinon non, pas pour niveau voile ou niveau quoi que ce soit, non, j'avais pas trop d'appréhension. C'était quoi le plus difficile pour toi sur la traversée ou même le plus difficile sur le voyage pour l'instant? Le plus difficile, ça a été la gestion humaine, surtout sur la première partie du voyage. Bon, parce que là, Val est là, du coup, je peux pas critiquer devant lui, mais sur la première partie du voyage où on n'était que 3, du coup, il y avait ni Val ni Camille. On était à 3, donc Guy, le capitaine, Yuen, l'autre mec qu'on avait trouvé sur la bourse aux équipiers et moi. Et on s'entendait bien, mais à 3, la dynamique était un petit peu difficile à trouver. Et sur les escales, gérer ce que chacun veut faire, gérer les moments de mauvaise humeur aussi de chacun. En fait, c'est ça qui était le plus difficile. Trouver son rythme, arriver à trouver sa place sans trop en prendre, trouver cet équilibre-là. Et toi ? Le plus difficile, ouais, je pense que c'était aussi la partie humaine, mais bon, pour moi, c'était un peu plus facile quand même. Je pense que c'était de savoir se mettre un peu de côté quand t'avais pas forcément envie de changer forcément avec les autres. Mais ça se fait très bien et c'était pas très difficile. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Ouais, moi je trouve aussi que depuis que vous êtes arrivé, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Si, savoir quand tu veux manger un truc que les autres veulent pas, bah, tu peux te le faire en fait. Donc non, il n'y a pas eu de difficulté. C'est comme une coloc, c'est ça. Alors les super questions d'Olga. Salut Olga. Alors, comment tu fais caca sur un bateau ? C'est facile, il y a des toilettes. Voilà. C'est des toilettes avec un fonctionnement un peu spécial quand même parce que ça fonctionne pas avec vraiment une chasse d'eau. On pompe de l'eau de mer qui fait office de chasse d'eau, du coup c'est super écolo. Et c'est tout. Après on en revient aussi quand même au fait qu'il n'y a pas d'intimité sonore, du coup au début il faut s'habituer. Et au fait que quand le bateau bouge tout le temps, roule tout le temps, les premiers jours souvent t'es constipé parce que ton corps il n'arrive pas à se relâcher du tout et du coup t'as très mal au ventre les premiers jours parce que t'arrives pas du tout à faire caca. Voilà, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut revenir sur l'hygiène à bord ? Oh bah vas-y. Les douches. Ah oui, Comment alors. on fait, est-ce qu'on se lave sur un bateau ? Alors on m'avait pas dit qu'on avait le droit de prendre des douches. Du coup j'ai pas pris de douche. Et les filles prenaient des douches. Là il y a une injustice mais bon c'est pas grave. Donc non, moi je me lavais aux lingettes et je commençais à puer, ça me grattait. C'était à cause des lingettes. Voilà. Mais non, sinon apparemment on peut se laver un petit peu. Mais je sais pas, j'ai pas trop. Et toi ? En vrai, on avait des réserves d'eau relativement conséquentes, donc on pouvait se laver. Après, se laver, ça veut juste dire se laver aux gants et puis se rincer avec un jet d'eau très très fin. Parce qu'on n'a pas non plus des réserves d'eau douce immenses. Se laver à l'eau de mer, en fait, ça sert à rien parce que tu restes très humide, tu restes collant, tu restes puant, c'est pas du tout agréable. Pour les lessives, on n'en fait pas, vu qu'on se salit pas. Vu qu'on se change pas trop. T'as les habits. On est pareil pendant 15 jours. On met des super habits comme ça, par exemple. Et puis on reste habillé pareil la nuit aussi, parce que de toute façon on va se lever au milieu de la nuit pour faire notre quart. Donc pas de lessive. Alors comment ça se passe l'écart ? Alors l'écart c'est quoi ? C'est des parties de la nuit où les équipiers vont être sur le pont afin de veiller à l'horizon pour voir s'il n'y a pas d'autres bateaux en cas pour pas avoir de collision. Nous on était 4, du coup on avait des quarts de 3 heures chacun, donc on était tout seul. Et c'est 3 heures où tu vas scruter l'horizon, tu vas penser pas mal, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux faire ce que tu veux. Un peu regarder l'horizon quand même. Et dormir parfois. Et après tu vas réveiller la personne qui suit et tu fais toute la nuit comme ça. Et donc pendant toute la nuit il y a une veille et c'est pas mal. Alors Valentin, tu as pris des biceps, montre-les-nous. Je trouve qu'au début du voyage, tu avais plus de mal à fermer les bras. Ouais, mais j'ai tout perdu. Tu manges pas beaucoup alors. Tu fonds ? Ah, tu fonds. Le corps change. Non, pour de vrai, le corps change.
On n'a pas beaucoup de... Enfin, les muscles fondent. Bah, ils fonctionnent pas, donc... Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de nager à côté du bateau pendant qu'on naviguait? Alors, pas du tout. Non. Alors, nous, on a navigué vraiment très vite. Mais même si on avait navigué pas vite du tout, en fait, il faut vraiment que le bateau soit arrêté pour pouvoir nager. Moi, ça m'est arrivé de nager à côté du bateau quand il avance à 1 nœud. 1 nœud, c'est pas beaucoup, c'est même pas 2 km/h. Et en fait, nous, petits nageurs non olympiques, on nage très très lentement. Et c'est très difficile de suivre un bateau à la nage. C'est même presque impossible. Et comme sur cette traversée, on est allé très vite. On n'a pas eu le jour de pétole, le jour où il n'y avait pas de vent, il n'y en a pas eu. Ouais. Le budget, ouais, ça c'est... Le budget, c'est assez intéressant. C'est un peu compliqué à répondre parce que ça dépend de chacun, de chaque équipage. Mais en général, quand tu montes sur un bateau stop, ils t'annoncent une caisse de bord, c'est une caisse par jour à payer. Donc là, alors nous on utilise un tricount, mais de manière générale, ça peut être entre 8 € par jour et certains montent jusqu'à 30 €, 40 €. Bon, ça c'est ceux qui abusent. Donc, mais ouais, entre 8 et 20 €, ça reste honnête. Et nous on utilise un tricount, donc on achète et on sépare de manière équitable entre les gens. Donc c'est pas mal aussi. C'est mieux même, je pense. Ouais, je pense que c'est mieux. Parce qu'on on sait ce qu'on paye et on choisit ensemble quand on prend une décision d'aller à la marina. Ouais, on a eu une bonne gestion du budget sur le voyage, donc ça c'était cool. Nous, ça nous est revenu à peu près à 500 € par mois, 500-600 € par mois. Donc tout compris avec l'essence, le voyage, tout. La bouffe, l'hébergement, Ouais. Donc en gros la traversée, ouais, c'était ça, Ouais, avec 1000 € t'es très bien pour faire la traversée. Donc, et ça dépend aussi si tu vas... Ouais, même avec moi. Ça dépend si tu vas picoler dès que tu arrives à Mindelo, si tu vas picoler tous les soirs. Bon, la bière est pas chère aux Canaries, donc ça va. Ni au Cap-Vert, donc... Par contre, en Guyane française, elle est chère. Ouais. Oh merde, c'est vrai, on a pris 2 bières, on n'a même pas demandé combien ça coûte. Ouais, sur la nourriture, les réserves, tout ça. Okay. T'expliques ? Ouais. Et donc du coup, quand on fait les approvisionnements pour une traversée, on fait une grosse partie de frais. On va essayer de garder des légumes frais le plus possible parce qu'en fait, la nourriture, c'est très important sur un bateau parce que mine de rien, même si on fait rien, il faut toujours être préparé à devoir faire quelque chose en urgence. Et donc du coup, il faut bien s'alimenter. C'est un petit confort aussi. C'est un petit confort aussi, ouais, parce qu'on n'a pas non plus énormément de confort. Et ça fait du bien, ça occupe aussi dans la journée de cuisiner. Donc on essaye d'avoir pas mal de légumes frais, des choses qui peuvent durer assez longtemps, le plus possible. Des patates, des oranges, puis bon après d'autres légumes qui se conservent moins et qu'on essaye de pas oublier et de les cuisiner avant qu'ils pourrissent. Et après à part ça on a beaucoup de boîtes de conserve, beaucoup de pâtes, de riz, semoule, etc. Et puis après, on essaye aussi d'avoir pas mal de trucs à grignoter. Parce que souvent, on a faim pendant notre quart au milieu de la nuit. Parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà. Et les réserves en eau ? On avait combien ? Et les réserves en eau, on avait à peu près 400 litres dans les soutes. Donc en vrai, c'est pas mal comme réserve pour la traversée qu'on a fait pour 4 personnes. Nous on avait la chance, c'est pas du tout le cas dans tous les bateaux, il y a beaucoup de bateaux pour l'eau à boire qui sont obligés d'avoir de l'eau en bouteille. Nous on a un filtre, donc on peut boire l'eau de la soute, donc ça c'est l'eau douce qui nous sert du coup à boire, à cuisiner, à se laver les dents et à se faire sa toilette. Et à part de ça on avait un petit peu d'eau en bouteille, on devait avoir je sais pas 20-30 litres d'eau en bouteille et 60 litres d'eau dans des jerrycans. Donc ça c'est l'eau qui a priori on essaye de pas trop y toucher parce que c'est l'eau de secours. Et comment tu t'occupes ? Ah oui parce que... Alors les filles ça écrit beaucoup. Au début non parce qu'au début ça bouge trop et tellement de merde donc t'écris rien du tout. De toute façon j'avais trop... Ouais. Je pensais pas à ce moment-là donc j'avais rien à écrire. Ouais, trop occupé à vomir. Je suis pas vomi. Sur la transat. Ouais. Comment tu t'occupes ? Moi j'écoutais beaucoup de musique. C'est aussi un bon moyen de s'isoler quand... c'est un peu un code aussi pour dire bon là je suis toute seule avec ma musique, ça veut dire que j'ai envie d'être toute seule.
Ok. Et moi, comment je m'occupais? Je faisais des photos. J'ai pas trop lu. Si, je faisais des nœuds. On n'a pas beaucoup lu. On n'a pas beaucoup lu sur la Transat. Je faisais des nœuds. Après, ça occupe pas mal de penser déjà. Penser, c'est à peu près beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait? La cuisine. Un petit peu de cuisine. Quoi d'autre? Regarder les étoiles, on a pris quelques constellations. Ouais. On parle un peu aussi. Ouais, ça nous arrivait de parler entre nous. Pas trop, mais un petit peu. Non, On a fait des jeux. Ouais. Si, On a fait des jeux. Camille, elle a pêché. Ça l'a beaucoup occupé. Ouais, ça l'a pas mal occupé. Puis même, ça nous divertit plus que de nous occuper, mais c'est pas mal. On a essayé de faire, réparer des trucs, faire un peu de la maintenance sur le bateau, mais en rapide. Après, ça bougeait tout le temps. Ouais. Donc, tu peux pas faire grand chose. Ouais. C'est très limité. Puis voilà. Donc tu fais pas grand chose, mais ça t'occupe déjà. Comme aussi le corps, il est un peu dans un état un peu léthargique, il flotte un peu. Tu te rends pas tellement compte du temps qui passe. Ouais. Tu t'es ennuyé ou pas sur la traversée? Je me suis pas ennuyée. Le dernier jour où en fait on avait l'arrivée juste à portée de main, j'ai commencé un peu pas à m'ennuyer, mais à me rendre compte du temps qui passe. Ouais, mais c'est parce que t'avais de la hâte un peu aussi d'arriver. Ouais, ça hâte à tout le monde. T'as hâte, tu sens qu'il va se passer quelque chose, il va se passer un changement. Alors que jusque-là, j'étais vraiment dans cette idée, Ouais, tu te mets en mode hibernation en fait. Je sais pas ce qui passe demain, c'est pas grave, il n'y a pas de plan, il y a juste C'est vrai. rien à attendre. Est-ce que tu penses refaire une traversée de l'Atlantique? Je me pose la question de la transatlantique retour. Okay. Elle est plus dure? Elle est plus dure. Elle est plus dure, peut-être plus intéressante en termes de voile. Ouais. J'ai l'impression que ce sera plus de la voile, alors que là, c'était plus du voyage. Mais bon, voilà, donc j'ai pris plein de notes sur comment je me sentais sur la transatlantique aller pour que, au moment de décider si je veux faire la transatlantique retour, j'ai un peu de documentation de comment je me suis sentie sur l'eau pour pouvoir m'aider à prendre la décision. Okay. Et toi? Le plan c'est de faire le tour du monde, donc il faudra forcément refaire un peu de bateau, mais c'est plutôt bien. Donc là on va remonter avec Guy dans les Antilles. Dans les Antilles, je pense naviguer un petit peu pour aller en Jamaïque, à Cuba. Et après, je vais préparer la traversée du Pacifique. Ça va être sympa. Au moins, ça fera deux grosses traversées dans le voyage. Donc tu comptes faire quoi maintenant que tu es arrivé en Amérique du Sud? J'aimerais bien rejoindre les pays hispanophones, Pérou, Équateur. Et en fait, pour les rejoindre, là, je vais descendre jusqu'au Brésil et remonter l'Amazone sur des ferries et des pirogues et n'importe quel moyen de transport qui me permette de rejoindre le Pérou ou l'Équateur. D'accord. C'est un beau projet. C'est un super projet. Je pense que c'est bon. Ouais, on a dit plein de trucs, hein. Ouais.